Donc, je pense que on va, voilà, toujours, Vivien, son OK, vision OK, Vivien est toujours le premier à interagir. Est-ce que les personnes à l'écran sont beaux gosses ou pas? Ça, c'est OK ou c'est pas OK? Alors ça, je sais pas si Vivien va répondre, mais oui, oui, il dit oui, oui. Donc, je vois qu'il y a un onglet chat dans le Merci chat. Vivien. Vivien, c'est déjà plus 10 points pour toi dans cette session-là. Ouais, exactement, exactement. Donc il y a l'onglet chat, il y a l'onglet questions comme d'hab, vous pouvez poser toutes les questions. C'est notre dernière semaine de webinar, on en a fait presque 40, 38 en tout depuis le 16 mars. Et puis on va déconfiner les webinars aussi parce que on n'allait pas faire ça tous les jours, toute l'année. Mais l'idée, c'était vraiment de vous apporter un peu des clés sur énormément de conseils et d'avis d'experts sur la période qu'on vit, et notamment dans l'industrie du financement, puisque c'est notre taf chez Eldorado. Et aujourd'hui, pour commencer cette magnifique semaine, Clément, La meilleure de semaine Moonlight. d'ailleurs. Ouais, c'est exactement, c'est le meilleur line-up pour la fin. D'ailleurs, je remets le line-up dans le chat. On a demain la directrice innovation et du Y de la BNP. Donc, très, très bon pour toutes les questions sur le financement bancaire, etc. D'ailleurs, on va un petit peu en parler aussi avec toi, Clément, notamment sur les niveaux d'endettement, ce genre de questions qu'on a sur le comportement des VC face à l'endettement des entrepreneurs. Donc voilà, et après on a Jean de la Roche-Brochard qu'on ne présente plus, mais on va faire un épisode 28 Days Later comme le film de zombies, puisqu'on l'avait eu il y a 28 jours, enfin il y a à peu près 28 jours au début de la crise. Bah, Et tu là lui on va feras, voir tu un feras petit la peu. bise de ma part alors. Je lui ferai la bise, je lui ferai la bise. On a écouté ton bon live de Radio Château à ce sujet. D'ailleurs, regardez les lives de Radio Château avec Clément, c'était très sympa, très fun. Et puis le meilleur pour la fin, entre guillemets, mais le parrain de l'écosystème avec Jean-David Chamboredon d'Isaïe qui va nous parler un petit peu des perspectives French Tech, VC French Tech, investissement au niveau français européen. Mais donc, pour débuter cette belle semaine, Clément, d'abord, comment tu vas, Clément? Bah écoute, ça va très bien. Alors moi, je vis en Allemagne, donc depuis 7 ans. Je ne suis pas parti en scred pour la quarantaine. Moi, ça fait 7 ans que je vis en Allemagne. Je bossais pour un fonds d'investissement allemand avant. Donc nous, c'était une quarantaine qui était beaucoup plus light, donc je ne peux pas me plaindre. Honnêtement, respect à tous ceux qui sont en France et qui ont des conditions beaucoup plus dures que la mienne. Donc ça va bien. Ouais, et d'ailleurs, tu vis depuis 7 ans en France. Comment t'expliques qu'en Allemagne, ça a été géré différemment? Tout le monde salue le modèle allemand. Euh, Alors, alors, pour faire court, moi aussi au début quand j'ai vu que par exemple, Macron il a fermé beaucoup plus de choses rapidement et que ici on gardait les coiffeurs ouverts, etc. J'ai dit oh là là, on va droit vers la catastrophe parce que je connaissais pas en fait vraiment c'était quoi les bons data points à savoir. Et en gros, je pense que vraiment il a fait avec ce qu'il a pu, mais nous on avait une capacité de test beaucoup plus développée et le système fédéral est en fait bien mieux pour ça. C'est-à-dire que moi par exemple je suis pas à Berlin, je suis dans le Nordrhein-Westfalen, donc du côté de Cologne, etc. Et comme l'Allemagne, c'est un État fédéral, chaque État a beaucoup plus d'indépendance. Et donc, du coup, ils ont tous leur laboratoire de tests, ils ont plus de latitude sur les mesures qu'ils peuvent prendre. Donc, c'est ça qui a changé, c'est que nous, on a été beaucoup plus rapide sur le testing. Et je pense que ça a été un élément clé. Et d'une façon générale, après, c'est ce que je pense aussi, les Allemands sont un petit peu plus disciplinés, mais même en général. Et donc, ça a été plus rapide à suivre les consignes, quoi. Ouais, il y a eu le facteur quand même des Français le fin mars qui se baladaient sur les quais et tout le monde faisait des apéros. Bah, Euh, je ne peux pas dire. Après, tu vois, moi, c'est un sujet que j'aime pas trop aborder parce que je pense qu'il faut laisser ça aux experts. Et tu vois, après, c'est des discussions de ouais, comptoir. Donc, je sais pas vraiment. Je peux pas dire, tu vois, en France, ça s'est ouais. mal passé. Je sais qu'il y a des conditions différentes. C'est-à-dire que tu pars avec des cartes dans tes mains qui sont différentes. Donc, je peux pas vraiment juger. Mais je sais pas, tu vois, si les Français, ils ont déconné à ce moment-là. Je pense en général, tu vois, on a un esprit un peu plus rebelle. Mais je pense que, tu vois, c'est un sujet très compliqué. Donc, c'est aussi dur Ouais, de juger de notre position assis sur une chaise, tu vois, en quarantaine, quoi. carrément. Donc toi, tu es en Allemagne depuis 7 ans, tu disais. C'est quoi un peu ton parcours? Si tu peux rappeler rapidement dans quel fonds tu travaillais et en transition, ce que tu fais chez MemoHub aujourd'hui. Alors, mon parcours rapidement, c'est que j'ai été en fait moi je suis sorti en fait d'école en 2008, donc de 2008 à 2014 j'ai fait de la start-up, du côté SaaS, en tant qu'entrepreneur et aussi en tant qu'employé chez eFounders. J'ai quitté eFounders en 2014, j'ai rejoint un fonds d'investissement, Pointman Capital, qui est basé à Berlin. Donc ma copine à l'époque et ma femme maintenant vivaient en Allemagne, donc moi j'étais déjà en Allemagne, donc j'ai rejoint ce fonds allemand qui est spécialisé dans les SaaS et les marketplaces, et j'y ai bossé pendant 4 ans.
Et là, j'ai récemment quitté Point9, donc l'année dernière, pour lancer Memo Hub. Et juste pour faire le pitch sur Memo Hub rapidement aussi, c'est tout simplement quand j'étais dans le monde VC, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir, qui me disaient tiens, comment je fais pour rentrer dans le monde VC, comment est-ce que je fais pour postuler chez Point9. Et à chaque fois, qu'est-ce que j'avais pour juger les gens, enfin juger en tout cas de leur capacité. Ils me donnaient leur CV et ils me disaient qu'ils étaient motivés. Donc tout le monde est motivé, tout le monde a un CV, il n'y a pas de facteur différenciant. Je voyais sur le côté mon frère qui est développeur, lui, il a eu un super job en sortant d'école sans expérience. Et pourquoi? Parce qu'il avait un GitHub sur lequel il codait, il prouvait qu'il pouvait coder, et donc les gens l'ont embauché comme ça, quoi. Et je me suis dit, c'est con que ça n'existe pas pour le monde du VC, parce qu'il n'y a pas de formation pour rentrer dans le monde du VC. Et du coup, c'est ça que j'ai lancé. J'ai vu un trou dans le market, et je me suis dit, tiens, je vais lancer. J'avais envie de changer un petit peu de setup. Et donc, Memo Hub, c'est tout simplement une formation pour les gens qui veulent rentrer dans le monde du VC. Et je travaille avec deux types de personnes principalement, les étudiants qui veulent rentrer dans le monde du VC, et je forme aussi des étudiants, des juniors VC ou des stagiaires qui sont dans des fonds, parce que les fonds n'ont pas forcément le temps de les former. Donc, moi, je bosse avec eux là-dessus. Ok, super. Et tu étais quand même dans un super gros fonds, un des fleurons des fonds de VC européens. Tu ne voulais pas embrasser une carrière un peu plus longue? Tu voulais vraiment être entrepreneur de nouveau? C'est quoi ton… Ben, moi, ce que j'explique dans la formation, notamment, c'est que, en fait, le monde du VC, pour que les gens comprennent, c'est que de l'extérieur, ça paraît super sexy. Et moi, je l'adore, hein, c'est pour ça que je reste dedans. Mon projet, il reste dedans. Mais il y a une des particularités, c'est qu'un fonds d'investissement, ça reste une boîte plutôt petite. Donc, c'est pour ça que tous les fonds, ils vont rester d'une taille à peu près similaire tout au long de leur vie. Donc, tu bosses plus ou moins avec les mêmes personnes. Bon, moi, c'était génial, c'était cool. Mais tu bosses quand même toujours à peu près avec les mêmes personnes. Et ensuite, même quand tu montes, en fait, en capacité, et en poste dans un fonds, tu fais toujours un peu la même chose. Donc, nous, par exemple, le boss de Point9, Christophe Jans, qui est partenaire, et ben, au final, quand tu es junior VC, tu vas faire beaucoup d'analyses de startups qui sont très early stage, où tu vas filtrer les startups beaucoup pour les partenaires ou les VC qui sont plus seniors. Mais quand tu es partenaire senior, tu fais quand même les mêmes tâches. Donc, tu vas faire énormément de sourcing, d'analyse de startup. Tu vas faire beaucoup de portfolio support parce que, notamment, tu vas avoir de plus en plus de boîtes dans lesquelles tu vas investir. Donc, il faudra les supporter, faire des boards, etc. Mais tes tâches ne changent pas énormément. Donc, ça, c'est déjà une chose qu'il faut que les gens comprennent. C'est que quand tu embrasses une carrière dans le VC, ton job va pas forcément changer comme ton job peut changer dans une startup. Dans une startup, tu peux rentrer au début, tu vas faire écrire des articles parce que tu es inbound marketer et 2 ans plus tard, tu es le marketing manager parce que tu as réussi à monter les échelles, monter l'échelle et du coup, tu vas gérer des gens, tu vas gérer des campagnes et ton job n'aura rien à voir avec ce que tu as fait au début. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai changé personnellement. J'avais juste envie de changement et j'ai pas rejoint un autre fonds parce que le fonds pour lequel je bossais était génial. Et c'est ça que j'ai kiffé, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, repartons du côté entrepreneur un petit peu, quoi. Ok, donc Memo Hub, là, tu en as peut-être même déjà en ce moment, tu as des personnes que tu formes et tu vas en former tous ces prochains mois, ces prochaines années. C'est quoi ce que tu leur dis aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé dans le discours avec la crise, dans le rôle du VC, quoi? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose que tu as changé Eh ben, en fait, pas vraiment. Alors moi je trouve que c'est intéressant à comprendre, en tout cas non seulement pour les gens qui veulent rentrer du côté VC, mais surtout du côté entrepreneur. Donc je pense beaucoup de gens qui vont écouter. C'est ce que j'explique. Le monde du VC, la différence entre le monde du VC et de la startup, c'est que tu as des cycles qui sont très différents en termes de durée. Donc un fonds d'investissement, un VC va travailler sur des cycles très longs. Alors pourquoi est-ce que j'ai des cycles très longs? C'est-à-dire que comment ça marche un VC? C'est que tu vas lever un fonds, juste pour résumer rapidement. Ouais. Tu vas lever un fonds, ok? Ça va te prendre, on va dire, 18 mois pour 12 mois, 18 mois pour lever un fonds. Ensuite, tu vas dépenser cet argent en investissant dans des startups. Généralement, ça prend, tu vois, 3-4 ans pour ça dépend des modèles, hein, bien sûr, là, c'est des généralités, mais tu vas prendre 3-4 ans pour dépenser tout ce fonds. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que tes résultats et tes performances de fonds, tu les verras seulement à 6, 7, 8, 9, 10 ans. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un fonds, comment est-ce que tu estimes la performance d'un fonds? Et encore une fois, je généralise parce que sinon je vais me faire tailler par les collègues. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que tu vas investir dans des startups. Donc, moi, je vais investir dans une startup. Disons, allez, je mets 300 000 € dans une startup immédiatement. Sur mes performances, j'ai juste dépensé 300 000 € de ce que j'avais eu. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu mesures la performance de ça? On va dire que 2 ans plus tard, cette boîte, elle a levé de l'argent. Okay, donc, tu auras une nouvelle valorisation. Moi, comme j'étais rentré plus tôt, cette valorisation qui aura augmenté, elle va me permettre d'avoir virtuellement les 300 000 € que j'ai mis vont virtuellement se transformer en plus mécaniquement. Et comment est-ce qu'un fonds donc mesure ses performances? Juste en regardant les valorisations actuelles, les dernières valorisations de toutes les boîtes dans le portfolio.
et se dire, tiens, moi j'ai investi tant d'argent, maintenant certaines boîtes ont levé, certaines boîtes ont craché, donc j'ai perdu de l'argent, certaines boîtes ont levé de l'argent, donc j'ai virtuellement, la valeur de mon argent a augmenté. Mais par contre, pourquoi je raconte tout ça, c'est que, en gros, à chaque fois, ta performance, elle est indexée sur les dernières levées de fonds. Donc, si j'ai une startup qui a levé il y a 3 ans, mais qui a continué de grossir à fond, qui fait des super revenus, qui a plus d'utilisateurs, mais qui n'a pas levé de nouvel argent, ben moi, théoriquement, tu vois, ma valorisation, elle reste indexée à celle d'avant. Donc, tu ne vois pas l'impact encore de cette croissance sur ta boîte. Et c'est exactement pareil pour la crise. C'est-à-dire que le métier de VC, comme il est sur des cycles longs, il a à l'heure actuelle pas encore changé. Tandis que quand tu es en startup, tu es sur des cycles très courts où tu dois survivre au mois le mois, faire tes chiffres. Si tu n'as plus tes clients d'un mois à l'autre, bah, tu es mort, quoi. Enfin, c'est chaud, il faut que tu payes tes clients, etc. etc. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, les VC, si tu prends à l'instant T, le job des VC n'a pas encore changé, contrairement aux startups où là, tu es obligé de rusher pour paniquer. Et c'est pour ça que beaucoup de fonds, en fait, sont on hold, ils regardent ce qui se passe, parce que comme tu as des cycles beaucoup plus lents et que tu te rémunères d'une façon différente, eh ben, tu as un peu plus de temps. Ça ne dit pas que tu n'as pas de problème, hein, parce que tu auras des problèmes justement qui vont arriver après et dont on peut parler. Mais à l'heure actuelle, si tu me demandes comment a changé le monde du VC, concrètement, il n'a pas changé. Et donc, ce qui change, c'est juste qu'ils sont en attente. Donc, tous les nouveaux investissements qui se font en ce moment, c'est beaucoup des investissements qui ont été entamés avant la crise. Donc, beaucoup ne font pas d'investissement, ont en tout cas ralenti les investissements pendant cette crise, donc ils ne vont pas faire de nouveaux investissements. Et pourquoi? Pour 2 raisons. Bah déjà, ils attendent de voir comment ça se passe au niveau du marché, parce que c'est encore, tu vois, pas très clair où est-ce que c'est les bonnes opportunités d'investissement, est-ce que tu dois investir dans ci ou ça. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que comme ça prend du temps de voir toutes ces valorisations, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'estimer quels vont être les impacts sur leur propre portfolio, donc les compagnies qu'ils ont à l'heure actuelle, pour leur prochaine levée de fonds, donc pour dans quelques mois, quelques années. Et donc, c'est pour ça que le métier n'a pas encore changé. Là, ils sont en train de regarder qu'est-ce qui se passe et ils peuvent se permettre de faire ça dans les fonds parce qu'ils n'ont pas les mêmes cycles rapides d'une startup qui doit survivre au mois le mois. Ouais, mais il y a quand même la question que tu disais sur le modèle économique des fonds, il va sûrement être impacté à moyen terme, les performances et sur toute la question du M&A. Est-ce que toi, tu penses que ça va changer un peu? Il y a des fonds qui vont avoir beaucoup de mal à lever. T'en penses quoi? En tout cas, ce qui se passe, c'est que je peux pas savoir. Déjà, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que sur la vision du marché, si je devais vous répondre à un truc honnête, je sais pas comment ça se passait, j'ai aucune idée. Donc, ce que je vous donne, c'est pas la boule de Madame, je vous donne juste mon opinion à moi. Tu vois, c'est mon opinion à moi. Est-ce que le business model va changer? Non, en gros, il va pas changer. Tu auras toujours, le VC, l'argent du VC, pour moi, il est dédié à un certain type de boîtes qui ont besoin de ce type de financement. Donc, est-ce que ça va changer à long terme? Non. Tu auras toujours besoin des VC. Ça va pas changer. Après, à court terme, c'est ce que je te dis. Ce qui va changer, c'est les stratégies d'investissement. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on était passé d'un marché qui était assez dynamique, où tu as les gens qui arrivaient à lever souvent avec peu de validation, peu de revenus, etc. Et très certainement, ce qui va se passer, ce qui va changer, c'est les stratégies d'investissement, plus que le business model en lui-même, où pour l'instant, on attend. On va voir ce qui se passe un peu avec la crise. Les fonds, très certainement, ils vont mettre un peu plus d'argent dans leur boîte du portfolio. C'est ce qu'on appelle des bridge rounds. C'est-à-dire que quand tu as une startup qui essaye de relever un tour, qui n'arrive pas avec d'autres investisseurs, souvent, ce qui se passe, c'est que les investisseurs en interne remettent de leur poche. Ça s'appelle un bridge round. Donc, des montants qui leur permettent de survivre. Donc, pas forcément, tu vois, d'exploser, mais de survivre. Donc, ça, je pense que ça va augmenter sur les prochains mois, prochaines années. C'est-à-dire qu'ils vont protéger plus leur portfolio et pas toutes les boîtes, hein, les boîtes pour lesquelles ils pensent que ça fait sens. Donc, tu as un ralentissement de ça. Mais sinon, sur le business model du VC, à long terme, je ne vois pas de changement énorme. Quoi. Donc, à long terme, je dis, du coup, ils vont plus se focaliser dans leur rôle parce que tu as une casquette d'investisseur, une casquette opérationnelle de board member. Tu as des fonds qui sont composés différemment. Tu as parfois des partenaires qui sont board members ou des VC qui sont board members. Tu en as qui font appel à des operating partners ou de l'externe pour gérer l'opérationnel. Mais tu ne penses pas qu'il va y avoir un petit shift pendant ces prochains mois justement pour être au board des startups et les aider à déjà passer la crise économiquement, donc l'aspect financier, et l'aspect opérationnel à peut-être faire évoluer le business model. Il y a quand même un rôle qui va un petit peu changer. Ils vont être moins chasseurs, plus sauvegardés pour avoir des bonnes performances ou des performances correctes et se focus sur les champions du portfolio, quoi. Après, moi, je pense qu'il y a un truc. Moi, c'est mon opinion. Encore une fois, c'est mon opinion. Je pense qu'on surestime l'impact des VC sur l'aide et l'opération des boîtes, des entrepreneurs. Moi, ce que j'ai appris de mon passage dans le monde du VC,
c'est qu'en tant que VC, c'est presque impossible de changer la trajectoire d'une boîte. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas donner des conseils que tu vas aider tes boîtes, et je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, que tu vas transformer une boîte qui est en galère en boîte qui marche. Et l'autre aspect également vrai, c'est-à-dire que généralement, les boîtes qui cartonnent, elles cartonneraient sans les investisseurs, en fait. Donc, tu mettrais… voilà. Ce qui est le plus important, c'est l'aspect argent. En fait, pour moi, le plus important pour un VC, c'est l'aspect monétaire. Donc, tu as de l'argent. Et après, tu as un bon support dans le sens où c'est les deux trucs que tu peux vraiment apporter. C'est comment tu aides tes boîtes à recruter. Donc, si tu arrives à faire pour les meilleurs projets ou les projets dont ils ont besoin, de faire rentrer des bonnes personnes. Et après, mettre en contact… quand tu as, par exemple, tu vois, typiquement, c'est des problématiques d'entrepreneurs, mais tu es en série A, tu dis, tiens, comment est-ce que je vais structurer ma team recruiting, tu vois, quelles sont les best practices. Et ben, généralement, il va te dire, est-ce que tu pourrais pas me mettre en contact avec un autre entrepreneur qui est déjà passé par là? Et là, tu les mets en contact. Donc, est-ce que ça va changer? Est-ce que les VC vont réussir à aider beaucoup les startups par rapport à ça? Moi, j'y crois pas trop. Je pense que, bien sûr, tu auras des conseils à droite et à gauche et c'est le rôle des VC, mais est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va prendre plus d'importance? Moi, je ne pense pas. Ok, c'est hyper intéressant. J'ai pas mal de petites questions sur toi, sur du coup, et puis ça donne des conseils pour les entrepreneurs. C'est quoi d'abord, avant Covid, la bonne lecture d'une startup par un VC pour que les entrepreneurs qui nous écoutent et nous reverront puissent un peu adapter leur deck et leur présentation, comprennent la logique de jugement d'une startup de la part d'un VC? Un VC, en fait, il va regarder une startup via un framework, tout le monde a à peu près le même, où tu as différentes catégories. Donc, tu vas étudier le besoin, tu vas étudier le marché, tu vas étudier le produit, tu vas étudier l'équipe, l'environnement compétitif, tout ce qui est distribution, sales et marketing, ta traction et le business model. Donc, tu as tous ces trucs-là. Donc, si vous voulez vous mettre dans la peau d'un VC, vous prenez cette grille et vous analysez votre propre business par rapport à ça. Donc, moi, je pense que les aspects les plus importants, c'est tout ce qui est les trois aspects les plus importants pour moi, c'est tout ce qui est analyse du besoin, donc valider qu'il y a un vrai besoin et que c'est un must-have. Le marché, donc le potentiel du marché, ça ne veut pas forcément dire que la taille du marché, mais aussi la dynamique du marché. Est-ce que c'est un marché porteur? Est-ce qu'il n'y a pas trop de compétition? S'il y a de la compétition, est-ce que la boîte arrivera bien à se distinguer? Et troisièmement, l'équipe. Donc ça, c'est les trois trucs de base. Les gens vont dire en généralement le plus important, c'est l'équipe, tu vois. Ce qui est vrai. Pour moi, personnellement, et c'est pour ça que chacun a son opinion, le plus important, c'est le marché. Le deuxième, c'est l'équipe. Et après, ça va le reste. Et pourquoi je dis ça? Parce que personnellement, ce que j'ai vu beaucoup, c'est que très souvent, j'ai vu des entrepreneurs qui sont canons, des gens super, mais qui sont sur un marché très difficile et qui galéraient. Mais par contre, tu vois, si tu as un très bon marché, tu vois souvent des entrepreneurs où tu dis pas waouh, les mecs sont exceptionnels. Et encore une fois, juger des gens, c'est hyper difficile, donc ça, moi, j'ai arrêté de le faire. Mais par contre, des gens que tu dis, ouais, c'est un peu comme toi et moi, et qui arrivent à bien progresser parce qu'ils sont sur un bon marché. Et le meilleur combo, c'est bien sûr quand tu as des top entrepreneurs sur un top marché, et là, ça explose. Ouais. Donc moi, personnellement, je suis plus marché que c'est mon numéro 1, et juste en dessous, numéro 2, c'est l'équipe. Bien sûr, si tu as une équipe vraiment dans laquelle tu ne crois pas du tout, il vaut mieux pas faire le deal. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu as quand même une combinaison qui est très bon marché avec entrepreneurs qui potentiellement sont moins stars. Bah, ça peut quand même cartonner parce que le marché, il cartonne, quoi. Et alors que tu as des super entrepreneurs sur des marchés difficiles, tu te dis, mais pourquoi ces gens-là ne réussissent pas alors qu'ils sont brillants? Bah, le marché, il est trop hardcore, quoi. Et du coup, impact Covid et impact crise pour ces prochains mois, beaucoup d'entrepreneurs posent cette question, comment je vais lever? Nous, c'est la question qui nous revient le plus, c'est quelle source de financement on va trouver, comment on va pouvoir lever des fonds. Ces choses qui sont, enfin, ces critères qui sont regardés par les investisseurs, comment elles vont évoluer? Tous les investisseurs nous disent, voilà, on va continuer à investir, on a des liquidités, il y a beaucoup de powder, de dry powder sur l'écosystème, mais on va regarder plus des boîtes avec des fondamentaux plus solides. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Ça veut dire, tu vois, je vois une question par exemple d'Avi Gonz, donc vaut mieux lever 12-18 mois, no matter what. Et pareil, j'avais entendu sur Radio Château, là, big up à Jean, il y avait une question à un moment qui a dit j'ai assez de fonds pour tenir, si là je downscale un petit peu, j'ai assez de fonds pour tenir jusqu'à fin 2021, quelle doit être ma stratégie d'investissement? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi est-ce que, enfin, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur lever des fonds. L'entrepreneuriat, au tout départ, c'est quand même quelque chose pour essayer de lancer une boîte pour se rémunérer le plus rapidement et monétiser le plus rapidement. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à tous ces gens sur les stratégies de levée de fonds, c'est essayer justement de pouvoir zapper ça, quoi, de ne pas lever de fonds, de ne pas être dépendant. Et c'est pour ça que, par exemple, tu vois beaucoup de grosses boîtes aux États-Unis qui sont même bien capitalisées, donc qui ont levé, je vois, 200-300 millions de dollars il y a, tu vois, 2-3 mois,
et qui sont en train de virer tout le monde. Et tu dis pourquoi? Parce que les mecs, ils ont plein d'argent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent descendre leur coût opérationnel au maximum pour tenir le plus longtemps avec le cash qu'ils ont, parce qu'ils ne veulent pas lever en ce moment. Ils ne veulent pas lever. Ils ne veulent pas lever sur les 18, 21, 22 prochains mois. Pourquoi? Parce que si ça ne te permet de ne pas lever, si tu lèves dans cette période, tu vas te faire défoncer sur ta valorisation. Donc, pour ces grosses boîtes-là, ça va être difficile. Ça va être très difficile pour les nouveaux projets de lever des fonds. Donc, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils gardent ce cash. Comme ça, ils disent dans 22 mois, moi, j'ai réussi à survivre par rapport à ça. Je vais de nouveau grossir, etc. Mais par contre, comme je n'aurai pas levé entre-temps, eh ben, ma valorisation ne va pas en prendre un coup et ça va être cool. Et j'ai envie de dire ça, la même chose aux gens. Si vous êtes en ce moment, donc on va prendre plusieurs cas. Si vous êtes lanceur de projet, si vous êtes déjà un projet, vous avez besoin d'argent, et vous avez un projet déjà et pas forcément besoin d'argent. Donc, si vous êtes un lanceur de projet et que vous avez et donc vous n'avez pas encore quelque chose, pas encore de coûts énormes, pas trop d'employés, etc. Moi, mon conseil, c'est n'essayez pas de vous dire comment est-ce que je vais lever de l'argent très prochainement, mais comment est-ce que je vais essayer de me monétiser le plus rapidement possible. Donc, tu as des cas différents où, je ne sais pas, si tu vends un software, par exemple, en ce moment, aux boîtes d'aviation ou aux boîtes d'agences de voyage, effectivement, ça peut être difficile. Mais même là, il faut prendre, en fait, moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais ma connaissance de marché et j'essaierai de trouver le chemin le plus court avec le produit le plus petit pour me monétiser un minimum. Donc, en théorie, si tu es entrepreneur, c'est pour ça que je parlais de marché, tu vois, dans tes critères d'analyse et que pour moi, c'est plus important. Un truc super important, si tu es entrepreneur, c'est que tu dois connaître ton marché. Si tu es un entrepreneur et que tu ne connais pas ton marché parce que tu veux juste entreprendre et que tu as juste lancé un produit comme ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Donc, il faut bien connaître son marché, bien connaître les besoins de tes différents segments de ton marché. Et là, peut-être que vous avez une grande vision par rapport à votre beau produit, mais essayez dans un premier temps de la réduire au maximum pour monétiser le plus rapidement possible un petit produit, un petit service. Même si vous faites du service et que ce n'est pas forcément scalable au début, bah faites-le. Mais trouvez cette petite porte pour construire ce premier business qui va être rentable, qui va vous permettre au début de peut-être galérer un petit peu, de survivre avec vos employés. Et quand la situation va s'améliorer un petit peu, qu'est-ce que ça va permettre d'avoir ces fondamentaux? C'est qu'à mon avis, et c'est ça qui change, c'est pour ça que tous les investisseurs ils te disent on va regarder les fondamentaux plus précisément. Et ben, si vous avez prouvé ça, vous allez lever beaucoup plus facilement après la crise. Et même pendant la crise, si jamais vous avez une opportunité, ça peut le faire. Mais si vous partez dans ce mode je suis porteur de projet et j'ai besoin de lever des fonds absolument pour me lancer, moi, je ne le ferai pas. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Le deuxième cas, parce que ça, tout le monde ne le peut pas, c'est les gens qui ont déjà qui ont déjà une boîte qui tourne un petit peu, qui auront éventuellement besoin d'argent pour continuer à survivre. Bah, c'est la même chose, en fait. Bah, essayez de lever, ça va être dur. Si vous arrivez éventuellement, la meilleure stratégie pour moi, c'est effectivement essayer de vraiment downscaler tout ce qui est opérationnel pour être le plus lean possible. Donc, vraiment vivre avec ça. Et pareil, si vous devez changer sur ces 18 prochains mois ou ces prochaines années et dire qu'on va faire un peu plus de services, donc un peu moins de software, mais un peu plus de services, c'est-à-dire vendre votre temps pour vos clients, ce genre de choses, et que vous arrivez à monétiser, essayez de survivre par rapport à ça. Mais vraiment, le focus, pour moi, c'est essayer d'avoir plus une stratégie de monétisation assez rapide. Et je dis ça, c'est pas facile pour tout le monde, hein, mais je pense que beaucoup de personnes devraient le faire. Et c'est beaucoup plus simple que de se dire, tiens, j'ai besoin d'argent absolument, donc il faut que je lève, comment je fais? Parce que c'est pas la meilleure période, tout simplement. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un peu le retour, ce que dit Michael aussi sur le chat, c'est un peu le retour au bootstrapping et c'est le retour aussi au modèle. Beaucoup de fonds nous ont dit, alors je ne sais pas si s'ils ont tous le même discours ou quoi, mais ils disent quand même beaucoup tous, nous, on va investir dans des boîtes qui sont plus saines, qui vont plus vers de la profitabilité que de l'hypercroissance. Et pourtant, ces 10 dernières années, et tu parlais des modèles US qu'on a tenté de répliquer avec le Next 40, faire des super levées de 40, 60 millions, le seed et les Series A, tous les chiffres, les ratios sont augmentés. L'argent était plus disponible. Mais si on revient sur ce discours de plus de profitabilité et de bootstrapping, est-ce que justement ça change un peu le milieu du VC dans le sens où on va plus aller vers des boîtes qui sont profitables que de l'hypercroissance? C'est quoi ton avis là-dessus? Je peux pas savoir. C'est ce que je disais, comme le VC, c'est un jeu avec des cycles longs. Tous les VC qui te disent on se focus là-dessus et ça, ils le savent pas. C'est-à-dire que effectivement, ils te disent ça c'est beau sur le papier. Pour le moment, ils sont un peu en freeze, ils attendent ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est un bon conseil parce que fondamentalement, tu prends pas de risque à faire ça. C'est-à-dire que si tu arrives, et c'est pour ça, tu vois, la question, est-ce que c'est l'avenir appartient au bootstrapping? Je sais pas si l'avenir appartient à quoi aux caisses, mais sur le moment immédiat, oui, ça appartient aux gens qui vont se monétiser le plus rapidement possible, qui vont réussir à générer des revenus. Et après, quoi qu'il arrive, ça te mettra dans une meilleure position pour tout. C'est-à-dire que si de nouveau, on se rend compte que la reprise
va être en V, c'est-à-dire qu'on a une reprise très très bonne, et ben toi qui as réussi à survivre pendant cet hiver, en théorie, comme tu as réussi à survivre, tu connais bien ton marché, tu connais bien tes besoins, tu as bien compris comment te faire. Donc, tu veux partir en mode hyper croissance, te dire, OK, j'ai besoin de mettre du cash parce que moi, j'ai vu qu'il y avait une putain d'opportunité là. Et là, les fonds d'investissement vont te suivre parce que justement, tu as une reprise en V et c'est la fête à la maison. Et si, au contraire, c'est pas une reprise en V, mais que tu te rends compte que ça va être beaucoup plus difficile sur plus longtemps, le fait que tu te sois plus concentré sur ces fondamentaux de revenus, bah, toi, ça te permet soit de continuer de bootstrapper, ou soit tu vas aussi pouvoir relever avec des VC, parce que même si ça, tu vois, ça se passe pas bien, les VC ils auront besoin de déployer de l'argent. Mais c'est juste que ça va faire à des conditions qui sont différentes. Donc, ils vont sûrement investir moins d'argent, à des valorisations qui seront un peu moins élevées, etc., etc. Donc, quoi qu'il arrive, tu auras plus de cartes en main si tu arrives à faire ça. Par rapport à ce qui va se passer, que si tu le fais pas. Donc les VC, quand ils te disent ouais, effectivement ce qu'il faut faire, mais ils savent pas, et personne ne le sait, hein, pas que les VC, comment ça va se passer après. Donc est-ce que c'est la mort de l'hypercroissance? Je peux pas te dire. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être que tu vois, ça va changer sur 5 ans, peut-être que non, l'hypercroissance, elle va revenir dans 12 mois, quoi, dans 18 mois. On peut pas savoir, c'est un peu le credo de cette personne. Il faut d'ailleurs faire attention aux futurologues dans tous les sens. C'est un conseil Voilà. à donner aussi. Pour ça, je donne mon opinion, mais si tu regardes d'un point de vue scénario, moi je suis entrepreneur, bah, je me focus plus à l'heure actuelle sur une stratégie pour monétiser rapidement, plutôt qu'une stratégie pour me dire comment je lève de l'argent. Ouais. C'est quoi pour toi qui as été investisseur seed, l'impact sur le seed? Du coup, ça va être plus compliqué et les modèles de croissance, on vient d'en parler, mais il va falloir plus bootstrapper. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir de l'impact aussi sur les business angels? Bon, c'est toujours pareil, hein, tu vas me dire, c'est mon opinion, je ne sais pas, mais ton sentiment du moins, et puis les premiers retours que tu as pu entendre aussi des VC seed, l'argent va être plus dur. Il n'y a pas moins d'argent, mais l'argent va être plus difficile à obtenir en fait. En tout cas, sur les business angels, moi, ce que j'ai entendu, il y en a qui investissent toujours. Donc, moi, j'en vois qui investissent toujours. Généralement, en fait, il faut un peu différencier les business angels qui sont, tu vois, qui ont beaucoup d'argent et qui sont un petit plus ou moins des business angels professionnels, tu vois. Donc, eux, moi, j'en connais en tout cas qui continuent d'investir. Après, je connais aussi beaucoup de business angels qui font un petit peu plus ça sur le côté avec leur argent personnel, qui n'ont pas forcément des fortunes à investir, tu vois, qui vont mettre des tickets de 5, 10 000 euros. Et eux, il y en a beaucoup qui ont arrêté en ce moment parce qu'ils disent ouais, juste je garde mon argent pour moi-même. Donc quoi qu'il arrive, l'activité elle ralentit pour tout le monde. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est ce que je disais. On était dans une période où un peu avant, quand tu validais, enfin tu pouvais lever de l'argent avec peu de validation en seed. Donc, tu avais quelques cas de revenus par mois et tu étais encore en recherche d'un product market fit. C'est-à-dire que tu vois, tu essayes de bien comprendre quel est le besoin auquel tu réponds pour quel type de cible. Et là, tu arrivais à lever relativement facilement de l'argent. Là, ça devient un peu plus dur parce que justement, tu as besoin de plus de validation pour lever. Donc, c'est ça en fait. On en revient encore au mode market et need. Il faut que tu valides plus et il faut que tu sois un peu plus en capacité de montrer que tu arrives à exécuter. Okay. C'est ça qui change. Et sur ça va aussi dépendre, je te coupe, mais ça dépend des catégories, ouais. Tu vois. Effectivement, si en ce moment, si tu es dans la travel tech, à moins que tu aies un modèle qui soit vraiment compatible Covid, parce que j'ai vu des gens qui se lancent par rapport à ça, ils disent le tourisme va s'arrêter brutalement pour quelques années, ben, tu vois, on lance des produits virtuels qui permettent de faire ça, donc potentiellement, ça peut être intéressant. Mais les gens qui avaient des produits qui sont très traditionnels, ben là, c'est sûr que c'est un petit peu chaud quoi, en ce moment de vendre ça. Par contre, si tu es dans le domaine du software de productivité, ou regarde Livestorm, tu vois, ils explosent avec cette période ou ce genre de choses, ben là, effectivement, tu peux lever beaucoup plus facilement. C'est pour ça que ça dépend aussi des catégories de startups dont tu me parles. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins touchés. Et il y a une question qui est hyper intéressante, c'est justement, je suis entrepreneur, je cherche de l'argent. Il y a 6 mois, j'aurais pu, avec avoir un bon dossier et des bons premiers KPI et des bons premiers fondamentaux, avoir 10 term sheets et négocier les bonnes valorisations et les bonnes clauses aussi de cet investissement. Là, comme ça va être plus compliqué, on a un rééquilibrage des relations entre startup et VC. Du coup, le rôle du VC va devenir un peu plus décisionnaire dans les clauses d'impact, etc. Il y a d'ailleurs un article que je partage qui est celui de Fred Destin qui s'appelle The Return of the Barbarians sur est-ce qu'on va voir le retour des clauses qui avaient disparu ou des clauses qui sont plus complexes pour les entrepreneurs dans ces prochains mois. Qu'est-ce que ça va changer dans les relations startup VC, dans la négociation d'un investissement, selon toi? C'est
c'est comme tout, tu vois, une négociation, c'est une question de leverage, quoi. C'est qui a du pouvoir. Tu peux pas négocier juste en discutant. Toi, t'es pas là, ouais, je veux une meilleure valorisation et ça. Il faut que tu aies des arguments, quoi. Et là, le côté entrepreneur, bah, ça va encore une fois dépendre de chaque catégorie. Mais clairement, tu as moins de billes du côté entrepreneur pour négocier des trucs qui sont plus à ton avantage, ce qui a été le cas avant. Donc, le rapport de force, il s'inverse. Donc, on en revient au même point. Comme le rapport de force s'est inversé, si dans votre catégorie de startup, vous n'êtes pas en position de force, typiquement, ouais, vous êtes sur un marché hyper porteur actuellement, tu vois, tout ce qui est la télémédecine, etc., ça explose en ce moment, ou ce genre de choses, ou si tu n'es pas un entrepreneur à vraiment avec succès énorme, et ben oui, tu ne pourras pas arriver et avoir les mêmes termes qu'avant, ça c'est sûr. Ben, c'est quoi qu'il faut faire? Il ne faut pas lever. Il faut pas lever sur ces 12-18 prochains mois. Il y a un truc qu'il faut se dire, moi je pense dans cette crise en général, hein, pour tout le monde, c'est qu'après, il ne faut pas trop s'accrocher au passé. C'est-à-dire que, ok, tu vois, on avait une vie qui était, tu vois, moi quand j'entends on n'aura plus jamais la même vie qu'avant, etc., et tu sais, t'as une espèce de tristesse qui se dégage de ça. Mais il ne faut pas non plus être trop pessimiste et dire ah c'était mieux avant. Bah écoute, on va réinventer des trucs, tu vois. Il faut pas se dire ça. Donc pareil, là il faut que tu changes ta stratégie. Les term sheets, elles étaient plus sympas et c'était plus facile de lever il y a 10 mois. Tu pourras rien y faire. Si tu n'es pas sur une bonne catégorie et si tu n'as pas des bons leviers de négociation, tu pourras rien y faire. C'est hors de ton contrôle. Donc ça sert à rien de psychoter là-dessus. Donc tu fais un choix. Soit tu te justement concentres sur générer plus de revenus et tu lèves plus tard, ou soit tu décides que tu vas lever quand même. Et ben ouais, tu vas te faire un peu croquer sur les valorisations, ce genre de choses. Après, si tu me demandes mon avis personnel sur des clauses qui vont te demander, tu vois, des préférences qui sont un peu dégueulasses, etc. Moi, je préfère personnellement pas lever d'argent avec des clauses vraiment immondes, parce que le truc, c'est que tu vas lever de l'argent, tu vas dire ouais, mais ça va me permettre de survivre. Ok, mais ces genres de choses, encore une fois, c'est des cycles longs. Tu vas t'en mordre les doigts dans 5 ans, quoi. C'est-à-dire que quand, justement, si ta boîte sort et que tu te rends compte que tes investisseurs se font beaucoup plus d'argent que même que tes employés qui étaient là dès le début, etc., tu vas avoir le seum et ça va être, tu vas être dégoûté, quoi. Donc, il faut y penser avant. Donc, moi, personnellement, sur la question, c'est revenu first. Et si tu peux pas, essaye de lever ta valorisation. Honnêtement, si elle prend un petit coup, c'est comme ça. Mais si tu as des bons termes, tu vois, pas avec des liquidations préférences, tu vois, horrible, etc., tu peux potentiellement dire ok, je sacrifie un peu la valo et je prends le truc. Et si c'est avec des deals vraiment pourris, moi personnellement je lève pas. Mais après chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Je suis pas, tu vois, on n'est pas le papa de chacun. Après c'est des choix et il faut assumer. C'est ça surtout quand tu es entrepreneur. Il y a une chose de dire, tu vois, c'est la faute des VC, c'est la faute des VC. Mais il faut savoir que vous êtes aussi responsable de vos actes, quoi. Si vous signez des trucs dégueulasses, si vous en mordez les doigts dans 5 ans, il faut y penser maintenant, quoi. Tout à fait raison. C'est deux métiers différents, entrepreneur et investisseur. Pourtant, il y a quand même pas mal d'investisseurs qui sont anciens entrepreneurs. Toi, et dans tes formations, tu as des analystes et des VC qui sont des purs financiers ou qui n'ont pas été entrepreneurs. Est-ce que c'est une lacune et comment, si c'en est une ou si c'est des manques, comment tu les combles quand tu es investisseur et que tu n'as pas été entrepreneur pour bien comprendre par quoi passe un entrepreneur quand il monte sa boîte et la développe et pour être meilleur investisseur, entre guillemets. Ça, c'est une grande question. Tu vois, ça, c'est la question qui s'applique un peu à tout le monde. Est-ce que, par exemple, tu peux être entraîneur de foot sans avoir été un bon joueur de foot? Tu vois, le genre de trucs qui se posent dans plein de choses. Est-ce que tu peux être, tu vois, moi, j'ai changé d'avis là-dessus. Je voyais, tu sais, en bas de chez moi, de mon office, j'ai une salle de sport. Et moi, je voyais le côté parking de la salle de sport et je voyais tous les coachs qui allaient boire leur coca et fumer des clopes sur le parking. Et je dis, mais comment tu peux être coach sportif et faire ça? Et en fait, moi, j'ai un pote qui m'a dit, oui, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux être un très bon coach, mais ça ne veut pas dire que tu vois, arrives à lever 200 kilos au truc si tu as une bonne pédagogie, etc. C'est est-ce que tu peux être un bon tatoueur sans avoir des tatouages sur toi? Ben voilà, tu vois, ça marche avec plein de trucs. Donc, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que tu peux être un bon investisseur sans avoir été un entrepreneur, comme tu peux être aussi un très mauvais investisseur en ayant été un entrepreneur avant. Donc, ce n'est pas mutuellement exclusif, quoi. Après, est-ce que ça aide? Oui. Moi, je pense que c'est-à-dire que tu as les deux bons cas. Tu vois, tout le monde va donner l'exemple du cas de Fred Wilson. C'est un entrepreneur assez connu aux États-Unis qui est lui un pur financier et qui est un des meilleurs. Tu vois. Et après, tu en as d'autres où au contraire, c'est des entrepreneurs. Donc, c'est pas genre noir ou blanc. Je pense que ça va. Après, est-ce que ça aide en général? Oui, je pense que ça aide en général. Et être en fait du côté entrepreneur avant,
moi, je pense que ça te permet de comprendre beaucoup de choses et d'avoir un peu plus d'empathie, en fait, parce que tu es déjà passé par là. C'est pour ça que je dis que moi, par exemple, quand je suis passé du côté investisseur, pour être très honnête avec vous, et puis ça va être enregistré, moi, je venais d'avoir je commençais à avoir mon premier gosse. Et du coup, j'avais dit à Thibaut et Quentin, mes boss chez eFounder, je dis, moi, de toute manière, j'arrête, ça faisait 8 ans que je suis à la startup, je suis épuisé, je vais aller me reposer un peu du côté VC, parce que justement, tu as des cycles plus longs, tu n'as pas la pression au mois le mois d'avoir ça. Et après, je te dis pas que tu n'as pas de pression, parce que la pression, elle est sur les partners qui, eux, ont levé les fonds et qui doivent rendre des comptes à leur LP, c'est-à-dire les gens qui ont donné de l'argent. Donc, tu as une pression comme être entrepreneur, mais ça n'a rien à voir avec les startupeurs. Tu n'as pas cette pression du mois le mois. Donc, c'est pour ça que, tu vois, le passer du côté entrepreneur, ça te permet d'avoir cette empathie, à mon avis. Et après, je ne dis pas que les VC qui n'ont pas été entrepreneurs n'ont pas d'empathie, mais en tout cas, ça te permet de l'acquérir un peu plus vite et après on va dire, de comprendre un peu mieux la psychologie de l'entrepreneur. Mais après, tu as des excellents investisseurs, même en France, qui n'ont jamais été entrepreneurs, quoi. Et c'est un autre sujet parce que, et j'en parlais dans Radio Château aussi, on est dans un monde, enfin pré-Covid en tout cas, ce que je disais, tu as le concept de ce qu'on appelle l'hélicoptère parenting, c'est-à-dire que les parents, et moi j'en suis, je suis hélicoptère dad, c'est-à-dire que les parents qui sont toujours derrière leur gosse, oh, attention, tu vas tomber, monte pas trop haut, fais pas ci, fais pas ça. Et on était arrivé à la même chose chez les entrepreneurs, dans le sens où on attend des VC qui te disent ah bah tiens, il faut que les VC, tu vois, t'expliquent bien quelles sont les clauses qui sont correctes, que le VC te serve le café, qu'il te fasse un petit full body massage et tout et tout. Tu vois, on arrive à un stade aussi, quand tu es entrepreneur, tu te lances dans ce truc-là, ça va être dur, quoi. Il faut pas dire que quand tu vas te lancer dans ce truc-là, ça va être une partie de plaisir. Donc, que vous fassiez le choix d'être bootstrappé ou VC-backed, il faut quand même être conscient que ça va être dur, que tu dois négocier avec tes investisseurs, que c'est à toi justement de faire des décisions informées sur les clauses que tu signes, etc., et de ne pas faire n'importe quoi. Donc, c'est un peu un retour de balance sur la responsabilité des gens. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que les investisseurs, tu as été bien entrepreneur? Ça aide un peu, mais après, je pense que les entrepreneurs doivent aussi se prendre en charge. C'est une bonne transition sur une question que je voulais te poser aussi sur Carlos Diaz, qui, lui, a une comparaison. Il dit que les entrepreneurs sont trop devenus des labradors, bien peignés, on s'en occupe bien, on leur fait le truc. Alors qu'un entrepreneur, ça doit être un cafard, quoi. Ça doit pouvoir survivre à une bombe nucléaire et se cacher sous terre et prendre cher pendant 1 an, 2 ans pour ressortir après. Et il compare labrador versus cafard. Il pense que les entrepreneurs sont trop devenus des labradors habitués à ce qu'on les subventionne par la BPI, on les accompagne et à se plaindre quand ce n'est pas le cas. Et alors que ça doit être un métier difficile qui va être encore plus difficile en plus dans ces prochains mois, et c'est bien de le rappeler aussi. C'est quoi ton point de vue là-dessus, justement, sur le fait que l'écosystème français a très vite évolué, mais il y a énormément de structures d'accompagnement, d'aide et de démocratisation de l'entrepreneuriat et même de financement. Il y a beaucoup d'argent qui a circulé, même de la part du financement public. Et du coup, que les entrepreneurs sont moins peut-être résilients ou cafards, quoi, comme le dit Carlos. Mais c'est normal, c'est-à-dire que c'est des cycles. C'est-à-dire que quand tu es dans un cycle positif, tu vas pas te dire ah c'est un cycle positif, mais tu vois, je vais pas en profiter, quoi. C'est comme tout. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, quand j'étais en 2008, il n'y avait pas encore tout cette. C'est il n'y a pas longtemps, tu vois, c'est il y a quoi, il y a 12 ans, comme ça. Il n'y avait pas encore tout cet écosystème d'aide, de transparence. Donc nous, quand on est arrivé, tu n'avais pas trop d'informations. Donc on est arrivé chez les fonds, tu te faisais défoncer parce que tout le pouvoir était du côté des fonds. Après, ça a changé. Donc, c'est à partir du côté entrepreneur. Est-ce que les entrepreneurs, ils ont bien fait d'en profiter? Bah oui, je vais pas dire que ouais, on aurait dû rester hyper conservateur et tu vois, comme tu dis, si tu prends ta comparaison avec des cafards, on aurait dû rester des cafards, machin chose. Non, bah, tu as un marché, tu t'adaptes au marché. Bah, maintenant, on est dans un autre cycle où justement, tu es dans un autre marché. Bah, c'est quoi? Il faut que tu t'adaptes. Donc, en fait, la principale qualité d'un entrepreneur, ça va être de s'adapter au marché. Et pas tellement de te dire ouais, avant c'était mieux ou avant. C'est pour ça que je reviens encore une fois où avant c'était mieux, avant c'était mieux. Non, avant c'était différent. Bah, faut faire le deuil. Tu vas avoir un truc qui va être différent, mais il faut pas se dire c'était mieux avant et ça va être mieux après ou quoi. Okay, bah, tu t'adaptes et tu fais ce qui se passe. Ouais. Donc ouais, en ce moment, c'est clairement, il a raison sur le côté où en ce moment il y a beaucoup de gens, s'ils n'arrivent pas à s'adapter, ils étaient particulièrement adaptés au monde d'avant, au cycle d'avant. Et ils n'arrivent pas à se réinventer maintenant, ben ouais, ils vont souffrir et il y aura beaucoup de boîtes qui vont se cracher. Est-ce que tu auras des gens qui vont aussi à s'adapter? Oui. Est-ce que tu as des gens qui vont faire ça bien? Oui. Donc, ça va à chaque personne. Et sur cette lecture des boîtes dont on parlait tout à l'heure, il y a en France, on a pris la décision de demander le soutien au financement bancaire et à l'endettement. Du coup, il y a des boîtes qui vont être un peu plus endettées et l'argent, ce n'est pas du capital, il va falloir le rembourser. Et du coup,
il y a des boîtes qui vont peut-être potentiellement vouloir lever des fonds et les VC vont devoir intégrer un ratio d'endettement dans la lecture des dossiers des boîtes plus qu'avant. Est-ce que ça va changer un petit peu la manière de lire une boîte aussi? Est-ce qu'il ne faut pas trop s'endetter, quoi? C'est un petit conseil aussi qu'on peut donner au passage, quoi. En tout cas, sur la lecture du VC, je ne sais pas, parce que le truc, c'est que de toute manière, la dette, ça va être un facteur, mais ça ne va pas être le facteur, je pense, principal. C'est-à-dire que si tu as une boîte, tu te sens que, tu vois, je reviens encore une fois, tu vois, sur mon marché, le besoin qui est hyper porteur, et encore une fois, sur le cycle long, tu dis, à 5 ans, cette boîte-là, elle va cartonner, parce que tu réfléchis toujours à long terme pour les boîtes. S'ils ont un peu trop de dettes, ça va passer. Par contre, si la boîte ne marche pas et qu'elle a des dettes, la dette, ça va le tirer vers le bas, mais elle aurait pas levé quoi qu'il arrive. Donc après, ça dépend vraiment de chaque cas. Je peux pas te dire. Est-ce que tu devrais lever de la dette maintenant? C'est un peu risqué aussi, tu vois. Tout dépend de ton stade de boîte. Si tu es en train de lancer, de toute manière, moi, dans les startups, ce que je vois, la dette, principalement, pour moi, qu'est-ce que ça doit financer? Ça doit financer plutôt des fonctions qui sont sales et marketing. C'est pour ça que tu vois en fait beaucoup de boîtes qui se lancent comme Clearbank, qui font revenue-based financing et qui vont financer en fait vos campagnes marketing. Et si tu veux financer de la R&D, donc développer ton produit pour trouver un product market fit, etc., moi, je ne prendrais pas de la dette parce que là, c'est hyper risqué, quoi. Je prends de la dette pour des trucs où je dis c'est plus ou moins sous contrôle. Je sais que je peux avoir un retour d'investissement sur l'argent que je prends de la dette. Et après, c'est pour ça que pour moi, souvent on me dit est-ce que ça va pas tuer le VC ou tu vois tel nouveau modèle d'investissement va pas tuer le VC ou quoi qu'est-ce? Non, parce que le VC, je pense que c'est un bon truc pour lever de l'argent pour financer tout ce qui est risqué. C'est dans le nom, tu vois, c'est ça. Et tout ce qui est R&D, développer ton produit, trouver un product market fit. Mais par contre, tout ce qui est dette, c'est plutôt pour financer des activités où tu as plutôt une bonne vue sur le retour d'investissement que tu vas avoir. Donc tes campagnes marketing, tes sales. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de boîtes, moi ce que je vois en tout cas avant le Covid, qui était intéressant, qui faisaient de la dette en même temps qu'ils levaient des fonds en fait. Donc ils levaient des fonds, c'était une sorte de sécurité, ça leur permet de faire de la dette. Et avec cette dette, ils finançaient quelques fonctions précises. Donc c'est ça mon conseil principalement, c'est si cet argent c'est plus de l'argent d'exploration, faites très attention, ça va être chaud pour vous. Et si par contre c'est de l'argent où vous dites parce que je vais investir en marketing, je vais avoir un retour sur investissement ou d'autres fonctions que je connais pas, ou c'est recruter que 2-3 personnes que je sais qui vont faire passer un step et que ça va me rapporter de l'argent, faites-le, mais la dette, il faut faire attention. Très, très bon conseil. Il y a une autre question sur la lecture de l'écosystème de l'entrepreneuriat au sens large. On était, et puis toi, tu es arrivé dans les années en VC, entre 2010 et 2020, on va dire que c'était que des chiffres en énorme croissance, de plus en plus de startups financées, de plus en plus d'argent disponible, etc. Pour la première fois, on connaît une vraie inflexion, voire un crack. Est-ce qu'on est prêt en France, selon toi, et même en Europe, comme aux US, la réaction aux US, c'est on vire tout le monde, comme tu l'as dit, et on downsize les boîtes et on ferme même des boîtes potentiellement, et parfois même des très belles boîtes qui seraient en dette, comme Airbnb, etc. Alors qu'en France, on a l'impression qu'on est un peu sous anesthésie, car il y a les aides, le chômage partiel, les prêts, etc. Est-ce qu'on est prêt en France et en Europe, au sens large, à tuer des boîtes? Est-ce que les VC sont prêts aussi à abandonner des boîtes de leur portefeuille ou à leur dire vous virez 80% de la masse salariale et on repart de zéro, quoi? Ça, de toute manière, c'est pas le VC qui le décide, tu vois. C'est pour ça qu'après, tu me dis, tu vois, Airbnb, je pense qu'ils ont levé pour justement tenir et à long terme. Eux, je sais pas les plus, je pense, à plaindre. Le VC là-dedans, il peut pas dire, tu vois, au chef d'entreprise, il faut que tu vires 80% de ta workforce. C'est l'entrepreneur qui doit décider ça. L'entrepreneur, il n'a pas le choix. À la fin du mois, c'est lui qui doit payer les gens, qui doit ça. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas lui qui va décider ça. Il y avait un très bon post de Roxane Varza, directrice de Station F, qui expliquait qu'en fait, elle voyait que ça se passait en France. Donc, les gens, ils virent, etc. Et ce qui est la réalité. Mais c'est juste qu'on en parle moins, quoi. Mais la réalité économique, elle n'est pas du tout, maîtrisée par les VC. Donc, en France, on va virer des boîtes. Est-ce qu'on est prêt à tuer des boîtes ou pas? Je pense que ça va être un peu comme tout. C'est-à-dire que, effectivement, quand tu as un VC, quand tu as une boîte qui est hyper capitalisée, tu vois, tu reçois Jean-David là, qui a investi dans Blablacar à la fin de semaine. Il y a eu tellement d'argent dans Blablacar. Bien sûr que les fonds d'investissement ont essayé de plus se défoncer pour sauver ce type de boîte. Et je ne sais pas comment va Blablacar. Je dis ça complètement par hasard. Mais n'importe quelle boîte qui a levé énormément d'argent, qui est très, très grosse, effectivement, tu vois, tu vas mettre plus d'efforts à essayer de sauver ce genre de deal. Tandis que si tu as mis 500 000 € dans une startup où il y a 5 personnes,
et qu'elle va potentiellement cracher parce que dans un mauvais secteur et que tu ne crois pas à l'avenir de ce truc-là, est-ce qu'ils vont remettre de l'argent pour les sauver? Non. Mais est-ce que les VC doivent sauver tout le monde? Mon avis, c'est non aussi. Parce que ce n'est pas leur métier. C'est inédit en fait cette situation parce que ça n'a jamais été le cas qu'ils aient vraiment à choisir. Bon, on sait que les VC ils se focus généralement sur pas à cette échelle, mais pas à cette échelle, mais des boîtes où ils te disent les VC tout le temps, ils doivent faire un choix. Est-ce qu'on laisse cette boîte mourir ou c'est plutôt à early stage, hein, c'est vrai que c'est moins à ces stages énormes, mais tout le temps ça arrive. Après, c'est pas à cette échelle. C'est-à-dire que maintenant, la grosse différence, c'est que c'est pour ça que les VC, à un moment, ils investissent plus en ce moment, c'est qu'ils regardent. Si vous voulez faire un exercice, si vous allez sur les sites internet des VC, vous regardez leur portfolio et chaque boîte, vous vous dites, tiens, est-ce que ça c'est Covid compatible ou pas et est-ce qu'ils ont levé beaucoup d'argent ou pas? Et puis vous pouvez plus ou moins voir et déduire, est-ce que tu vois, leur portfolio va être très impacté, donc est-ce que ça les fait flipper ou pas, quoi. Et les VC, c'est pareil, c'est que ça va accélérer ça, mais les VC, ils ont l'habitude aussi de pas refinancer des boîtes. Le monde du VC, c'est tu investis dans 10 boîtes, tu as 7 boîtes qui crachent, tu as 2 boîtes qui vont se porter plus ou moins normalement et une boîte qui va cartonner. En grosso modo, les ratios sont ça, mais du coup, ils vont se focus plus sur leur champion plus que jamais, on va dire, quoi. Plus que jamais. C'est ce que je te dis, c'est-à-dire que là, ils vont sûrement se focus sur des bridge rounds, donc ça dépend des boîtes, sur des tailles, etc., mais c'est-à-dire des levées intermédiaires qui leur permettent de survivre, quoi. Et après, pour un fonds, c'est pas si mal parce qu'en fait, quand tu fais un bridge round, c'est-à-dire que généralement, le bridge round, la valorisation, elle n'est pas énorme. C'est-à-dire que tu ne prends pas trop de valorisation, ou souvent même pas, ou des fois, c'est même des down rounds. Mais par contre, le VC qui remet de sa poche dedans, il prend plus de shares dans la boîte. Donc, si jamais tu crois vraiment à ce truc-là, à ce projet dans un 6-7 ans, et ben ouais, tu peux augmenter tes shares dans une boîte grâce à ces bridge rounds. Donc oui, les VC vont faire ça. Écoute, j'ai partagé aussi sur les bridge rounds les différentes solutions et mécanismes de bridge qui existent. Une petite question pour la fin, parce qu'on arrive à son terme et c'était super riche. C'est quoi ton conseil? Je vois une question sur les enfants. En plus, il y a les duties de parents qui arrivent. On approche de midi, tu vois, donc les estomacs se réveillent. Est-ce que tu as un conseil pour qu'est-ce qui ferait un bon entrepreneur ou une bonne entrepreneur dans la tempête aujourd'hui? C'est quoi ton conseil? Je te dis, c'est se monétiser le plus rapidement possible. Il n'y a pas à chier, tu vois, c'est mal, enfin, c'est ça, quoi. Donc, encore une fois, je répète parce que voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont rejoindre le truc mais normalement, quand vous êtes entrepreneur, ce qui est très important, c'est bien connaître votre marché et bien comprendre vos besoins, quoi. Donc, si vous ne connaissez pas ça déjà très très bien, c'est un peu chaud. Donc, restez dans votre domaine, mais essayez de trouver vraiment la poche où ça va être le plus facile de monétiser éventuellement et de survivre. Et une fois qu'on sera sorti de ce bourbier, parce qu'il y a un jour, j'espère, on le sortira, vous serez super bien positionné pour cartonner, ou même en ce moment, ça va peut-être vous faire voir des opportunités qu'il n'y avait pas avant. Moi, je crois qu'il y aura beaucoup d'opportunités qui vont se créer dans des marchés et qu'on ne connaît pas encore, donc il y aura beaucoup d'opportunités à prendre. Donc, restez dans ce mode-là, quoi. C'est vraiment le truc principal que je peux dire. Je ne peux pas dire grand-chose de plus, en fait. Je t'entends pas. Elle veut un gâteau. Où est-ce qu'on pourrait te contacter, Clément, et sur MemoHub? Vous pouvez me contacter sur memohub.io. J'ai pas le .com. Tu vois, moi, je suis reparti du côté entrepreneuriat, mais justement un peu cafard à bootstrapper, etc. Moi, je voulais faire une aventure bootstrappée, donc j'ai même pas le .com, mais c'est memohub.io. Et après, je suis sur Twitter, c'est @Clément, CLEMNT. Donc, j'ai pas le E à la fin. Tu vois, pareil, tu as le cafard qui a pas réussi à avoir le @Clément. Mais sinon, c'est clément.vouillon@gmail.com. Vous m'envoyez un mail et puis j'essaierai. Écoute, très cool. Et puis, j'espère que tu auras des bonnes questions sur des aspirants VC aussi. Bonne journée, bon courage à toi. Et puis, on peut dire bon courage à tout le monde alors. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est bon courage à tout le monde, quoi. Ça marche, merci beaucoup, Clément. C'est super et bonne journée. Et bon courage à tous ceux qui ont des enfants aussi, hein, parce que ça, c'est chaud. Salut. Allez, bon repas. Cheers.